Salut Internet. À une époque pas si lointaine, on pensait que la fumée de tabac était efficace pour traiter le choléra. Si vous êtes choqué par ça, ce n'est que le début. Parce qu'aujourd'hui, je vous présente cette habitude, cette coutume, cette pratique, cet acte du quotidien, appelez ça comme vous voulez, toutes plus insolites et barrées les unes que les autres, et toutes pratiquées par nos ancêtres, sans retenue. Et je peux vous le dire, j'ai découvert des anecdotes plutôt bizarres. Mettre une petite gousse d'ail dans la fleur, si je puis dire, d'une jeune dame pour savoir si elle était enceinte, c'était totalement ok pendant l'Antiquité. Si son haleine ne sentait pas l'ail le lendemain, c'est qu'elle avait un polichinelle dans le tiroir. Jean-Michel Boomer des expressions, enchanté. En gros, à l'époque, on pensait que les deux orifices étaient reliés. Sans enfant, forcément la femme n'était pas obstruée par quelque chose et se devait de sentir l'ail aussi en haut. Si vous croyez qu'on a atteint le pire en termes de tests de grossesse de nos ancêtres, vous êtes très loin du compte. Il y a eu par exemple la technique dès l'Égypte antique du pipi sur graines. Les femmes urinaient sur des graines et si elles germaient, c'est qu'elles étaient enceintes. Voilà, je suis pas certain de la science derrière, mais pourquoi pas, c'est joli comme histoire. Par la suite, on a eu droit à de belles aberrations. Au XVIIe siècle, les femmes pouvaient consulter un praticien de l'uroscopie, une espèce de médium de la pisse finalement. Les médecins analysaient les bols d'urine exposés à la lumière, et tout comme un sommelier, ils examinaient la couleur, l'odeur, à deux doigts de taper leur meilleure gorgée. Et ne croyez pas que toutes ces pratiques datent du fin fond de l'histoire, parce qu'il y a même pas 100 ans, dans les années 30, il y avait le test de l'ovaire de lapin. Il suffisait d'uriner dans un pot, de l'emmener au labo, là-bas ils injectaient le liquide dans l'ovaire d'une lapine vivante, et puis fallait attendre. Ils prélevaient alors l'ovaire et regardaient si la lapine avait ovulé. Si oui, la femme était enceinte. Yes. Tout ça pour dire que finalement, aujourd'hui, les petites bandelettes aux toilettes, c'est une belle évolution technologique. Le fait que l'humain soit prêt à tout pour paraître plus beau, c'est pas récent. En revanche, il y a des habitudes pour ça qui ont été déshabituées. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense surtout à la seconde moitié du 19e siècle où on y est allé à fond. Pour la partie aisée de la population, c'était plutôt utilisation de savon et ingestion de pilules à l'arsenic pour se blanchir la peau. Mais aussi quelques gouttes de citron ou de belladone dans les yeux pour avoir un regard de braise bien rouge, bien brûlé. Avec évidemment le risque de devenir carrément aveugle. Une tradition qui date d'ailleurs de la Renaissance. Mais toutes ces méthodes réunies ne sont rien comparé à ce que je m'apprête à vous dire. Des femmes n'hésitaient pas à se coudre des cheveux sur leurs cils pour les étoffer. C'est tellement fou comme histoire qu'évidemment, j'ai creusé. Cet article, paru dans un journal du Kansas en 1899, nous apprend que c'est une tendance qui a d'abord émergé en Europe, à Londres et à Paris notamment, mais qui s'est ensuite exportée jusqu'à New York. La description est pour le moins explicite. La fameuse poudre blanche, qu'on appelle stupéfiant aujourd'hui, était appliquée sur les paupières pour engourdir l'œil et faciliter l'opération. Selon les canons de l'époque, ça devait être génial, mais d'un point de vue santé, en revanche, not so much. Après, on revenait de loin. Quand tu sais que dans l'Antiquité, on utilisait le caca de crocodile pour se faire des masques de beauté, on peut se dire qu'on a assisté à une véritable révolution dans la manière de se faire beau. Il faut souffrir pour être beau est une phrase qui a forcément été prononcée dès cette époque, j'en suis sûr. Le divorce, une invention moderne? Eh bien pas du tout. Pendant la Rome antique, il était fréquent, tout comme en Europe au Moyen-Âge. En fait, c'est qu'après le XVIe siècle qu'il devient vraiment interdit. Il y a des cas connus, Henri VIII d'Angleterre, qui avait même créé en partie sa propre église pour pouvoir divorcer de sa femme. Alors rien de fou à divorcer ou à se séparer, vous me direz, sauf qu'il y a certains mariages qui se finissent d'une manière assez musclée, du style régler ses problèmes conjugaux par combat. Ça fait partie de ce qu'on appelle les duels judiciaires, beaucoup plus distrayants que le tribunal. Attention, ça concerne principalement le Moyen-Âge et seulement quelques sociétés, notamment les germaniques. On a peu de sources d'époque qui mentionnent cette procédure par combat, donc c'est évidemment à prendre avec des pincettes. C'est un professeur de l'université de l'Oklahoma qui a déduit qu'il s'agissait de litiges entre mari et femme à partir du livre d'escrime de 1467 de Hans Talhofer. À l'époque, pour se préparer à l'affrontement, vous auriez pu lire ce bouquin qui vous prodiguait la dose de conseils. Le combat était ultra codifié. Fallait porter une tenue qui vous donnait l'air d'une petite grenouille. Les femmes étaient équipées de pierres dans des tissus et l'homme de gourdins. Il était ensuite placé dans un trou en mode taux-piqueur, histoire de rendre l'échange plus équitable. À partir de là, c'est fini. Là, les fauves étaient lâchés. Un bon moment pour exorciser toutes les tensions accumulées pendant la vie conjugale. On sait pas trop comment le combat se finissait, s'il y avait bien séparation des époux ou pas, ou si juste le combat se finissait jusqu'à ce que la vraie mort les sépare. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'à l'époque, ils rigolaient pas.
Un titre au nom un peu barbare, mais qui renvoie à une pratique beaucoup plus répandue par le passé que maintenant, et ce dans le monde entier. Les premières mentions attestées du sommeil biphasique remontent jusqu'au Moyen-Âge. Avant la révolution industrielle, les gens avaient l'habitude de dormir en 2 fois. Rien à voir avec aujourd'hui où la norme veut que l'on dorme 7 à 8 heures par nuit d'une seule traite. Le sommeil biphasique, lui, implique de dormir une première fois, de se lever pour accomplir plusieurs tâches du quotidien, puis de se recoucher. Les chiffres varient d'1 heure ou 2 selon les pays et les époques, mais le résultat reste le même. Vers minuit, tu te lèves, tu t'occupes de ton bétail, tu fais ta lessive, quelques prières, tu assures ta descendance, tu fais une petite partie de Yu-Gi-Oh! Et puis tu vas te recoucher. Je voulais un petit peu teaser, la révolution industrielle a joué un rôle très important dans la disparition de la pratique du sommeil biphasique pour 2 raisons majeures. D'abord et surtout à cause du développement de l'éclairage artificiel. Bah ouais, ça paraît bête, mais les lampes à gaz, les réverbères, l'électricité de manière plus générale, tout ça a fait que les gens se couchaient plus tard. Et ensuite, les mentalités ont tout simplement évolué. Selon un professeur d'université américain qui a écrit un livre de référence sur cette façon de dormir, la société est devenue beaucoup plus soucieuse du temps. La révolution industrielle a favorisé l'importance de l'efficacité et de la ponctualité. Et surtout, ne pensez pas que sommeil biphasique égale insomnie, ça n'a rien à voir. Toujours selon ce professeur, les insomniaques ne souffriraient pas d'un trouble du sommeil, mais, je cite, d'une résurgence très forte de cette forme de sommeil ancestral. Donc voilà, pas de quoi se mettre la pression en fait. Si vous vous réveillez en pleine nuit, c'est juste que les gènes de vos ancêtres vous disent que c'était cool l'époque où on dormait en 2 fois. Vous vous souvenez de lui, les Immaculés, l'armée d'élite impitoyable dans Game of Thrones? Ce sont tous des eunuques, des hommes à qui on a quick les petits sachets. Dans la réalité, cette pratique qui nous paraît clairement barbare était répandue à travers les âges et le monde. Sous l'Empire ottoman, les eunuques étaient sélectionnés parmi l'élite des esclaves avant de perdre leurs attributs. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le rôle de certains était super important. Témoin de mariage du sultan, précepteur des princes héritiers, mais c'est surtout le chef des eunuques, haut personnage de l'État, qui avait une très forte influence sur la vie religieuse et intellectuelle de la cour. Les eunuques gardaient notamment le harem du sultan. C'est un move plutôt intelligent, hein. Comme ça, 0 risque qu'il féconde une de ses femmes et qu'il y ait des enfants illégitimes qui pourraient revendiquer le trône. C'est aussi une des raisons pour laquelle la cité interdite recourait à ses employés. Dans l'Empire chinois, les eunuques sont formés et atteignent de très hauts rangs comme conseillers de l'empereur. Et fun fact, ils conservaient toute leur vie dans un sachet, leur propre petit sachet qui trimballait sur eux. Dans les croyances chinoises, l'individu mort doit être entier pour rejoindre les dieux. Et je vous ai parlé de 2 cas précis seulement, mais le coup de ciseau a été pratiqué un peu partout à travers les âges pour des raisons plus ou moins similaires. Dites-vous, en Europe, il y a eu les castrats de l'opéra jusqu'au début du XXe siècle pour qu'ils chantent plus aigus. Encore une bonne raison d'être né à la fin du XXe siècle, si vous voulez mon avis. La mode se démode, le style jamais. Alors préparez-vous messieurs, car voilà ce qui vous attend dans quelques années. Le style s'appelle le codpiece, que l'on peut traduire par braguette en français, et ça a été un accessoire très à la mode entre le 15e et le 16e siècle en Europe, à tel point que Rabelais lui-même l'a mentionné à plusieurs reprises dans son œuvre Gargantua. Il permettait aux hommes de l'époque de mettre en valeur leurs attributs et faire comprendre à autrui qu'ils en avaient sous le capot. Mais la coquille proéminente, ça existait avant, dès la fin du Moyen-Âge. C'était un accessoire présent dans les armures, c'était en métal, ça ressemblait à une boule de pétanque, et ça devait gêner. Au-delà de ça, je me suis demandé si des accessoires dans le même style pouvaient exister encore aujourd'hui, et j'ai trouvé la Koteka, qui, là, pour le coup, n'a rien à voir avec la mode. Il s'agit d'un accessoire traditionnel porté par des peuples de Nouvelle-Guinée. Vous connaissez YouTube, évidemment que je vais pas vous montrer un exemple, il va falloir faire preuve d'un peu d'imagination et se dire que ça a fini sur ça. C'est un symbole de pouvoir et d'appartenance à un groupe. Vraiment, je vous le dis, l'histoire du codpiece n'est pas finie. Et d'ailleurs, pour accompagner l'accessoire de monsieur, je vous propose, mesdames, le chapeau empaillé, pour une arrivée remarquée et distinguée dans n'importe quelle soirée mondaine. Ça, c'est un délire qui est apparu à l'époque victorienne et qui a connu un regain d'intérêt dans les années 20. Un chat, un écureuil ou encore une chauve-souris empaillée pouvait orner la tête des femmes. Mais l'animal de prédilection, c'était surtout l'oiseau et tout ce qui volait en général. Un monde a donc existé où il n'était pas rare de croiser une femme avec un coq perché sur le sommet du crâne. On se moque, on trouve ça peut-être même choquant, mais les gars, le sac pigeon à 900 $ existe et il date de 2022. Alors oui, ok, il est pas empaillé, mais si vous voulez, on peut reparler de la robe viande de Lady Gaga. Pour
Pour ce dernier fait, j'aurais pu vous parler des transfusions de lait prescrites aux patients qui avaient besoin de créer de nouveaux globules blancs, des cigarettes recommandées pour soigner l'asthme, ou encore des morceaux de momie utilisés dans la préparation de médicaments. J'aurais pu, mais je ne le ferai pas parce que je dois vous parler de baleines. À la fin du 19e siècle, les baleines ont été utilisées pour soigner les rhumatismes. De quelle manière, vous me direz? Ah, je crois que vous êtes vraiment pas prêts. Mais avant tout, un petit peu de contexte. On est au tout début du 20e siècle, en Australie, dans la station balnéaire d'Eden, sur la baie Twofold. Vous devez vous imaginer que, quelque part sur cette plage, les chasseurs de baleines déposaient la dépouille de l'animal afin d'en faciliter l'extraction de sa graisse. Et puis, des gens arrivaient, perçaient un trou dans la carcasse et s'enfonçaient dedans jusqu'à la taille, jusqu'aux épaules. Voilà. À ce moment-là, on pensait que la chaleur et les gaz qui émanaient de la baleine en décomposition soulageaient les douleurs et les rhumatismes. En fait, le trou recréait les conditions d'une cabine à sudation, l'odeur en plus. À notre époque, on fait des bains à Vichy. À la leur, on rentrait dans une baleine morte. Regardez-les là! Lire le journal, se taper une petite sieste ou draguer sa voisine de cavité. Ça n'a absolument aucun sens. La guérison par baleine a vraisemblablement été considérée par certains comme un succès. Elle est présentée comme un remède contre le rhumatisme dans ce journal de médecine. Et je suis même tombé sur le témoignage d'un homme qui dit avoir été guéri, même si certains de ses ongles ont viré au noir. Ah, faut bien quelques contreparties, mon frérot. T'es quand même dans le cadavre d'une baleine. Bon, cette pratique a l'air d'avoir décliné très vite, en même temps que la chasse à la baleine. Et probablement aussi un peu à cause de l'odeur absolument immonde que le patient dégageait jusqu'à une semaine après s'être fourré dans le trou. Pour le coup, ça a été un comportement observé dans une partie du monde très précise, à une époque très précise, mais je suis désolé, l'histoire était tellement folle que je ne pouvais pas passer à côté. N'empêche, on a quand même fait un sacré chemin en peu de temps. Avec le recul, je me dis que c'est pas mal que certaines pratiques n'existent plus. Nous, on se retrouve ce dimanche pour une nouvelle vidéo. À très vite. Salut Internet.